il nous semblait important d'organiser un séminaire sur la thématique de l'environnement, qui peut être une thématique porteuse, notamment pour l'année prochaine, si le programme continue sur 2018-2019. Et je vais revenir dans cette introduction donc préparée avec Audrey Rivaud. On a donc substitué à notre intervention qui devait être plus longue sur notamment la stratégie des conservatoires d'espaces naturels. On a décidé de réduire ça à une introduction générale du séminaire, quitte éventuellement à revenir ensuite dans la discussion sur des éléments qu'on aurait pu apporter à partir des conservatoires d'espaces naturels. Mais on a décidé de réduire notre intervention pour laisser plus de place à Laura Séguin de l'IRSTEA et Charlotte Bigard du CFE. Afin d'avoir plus de temps pour les échanges, notamment après leurs interventions, puisqu'on a vu que c'était un format qui fonctionnait plutôt bien lors de ces séminaires. Alors, une des idées fortes du programme du déclin au rebond vise à interroger donc, les modèles de développement associés au néolibéralisme. Alors, bien entendu, on n'a pas encore eu l'occasion de rentrer dans le détail et des discussions autour du terme néolibéralisme qui agite différemment d'ailleurs les différentes disciplines convoqués lors de ces séminaires. On aura peut-être l'occasion d'ailleurs d'échanger sur ces questions-là aujourd'hui. Et l'objet de cette séance est donc de traiter conjointement, c'est ce qu'on propose de faire, la question des modèles de développement territorial, notamment à travers la question de l'aménagement, mais aussi de la gestion des espaces naturels, et la gestion de l'environnement, et d'articuler ces deux questions comme illustrant en même temps une dynamique d'ensemble propre au néolibéralisme, mais aussi propre au capitalisme. Alors, ce sont du coup plusieurs questions. La dynamique propre au capitalisme dans sa manière de traiter l'environnement, de manière générale, question soulevée dès la fin du XVIIIe par les économistes et ensuite au XIXe siècle. Et ensuite de revenir aux spécificités que constitue cette phase donc liée au néolibéralisme, même si elle reste en débat, et c'est d'ailleurs un des objets importants des travaux de recherche qu'Audrey et moi faisons, d'interroger en particulier une nouvelle économie politique de l'environnement qui a émergé au cours des années 90 et que nous associons à une nouvelle économie politique du développement. On a vraiment ce lien que nous faisons entre la thématique du développement en général, du développement territorial et de la gestion de l'environnement dans un cadre néolibéral. Donc pour de nombreux territoires, la question de l'environnement, et on y reviendra par la suite de cette introduction, soulève de nombreux enjeux, alors des enjeux de préservation de l'environnement qui sont importants, notamment à travers la thématique de la biodiversité, des services écosystémiques, préservation des paysages et d'un ensemble de ressources naturelles, mais aussi un enjeu en termes d'accès ou d'usage de certaines ressources, que ces ressources soient des ressources naturelles, mais aussi, on essaiera de l'explorer aujourd'hui, la question de l'accès à des ressources pour des grands centres métropolitains dans leur manière de gérer leurs relations à leur périphérie. Et c'est pour ça qu'un des objets importants, on espère, qui émergera de cette séance et que nous pourrons prolonger dans les autres séances, c'est la question des recompositions territoriales et de l'articulation notamment entre les métropoles et leurs périphéries. Et on verra qu'il peut y avoir de très nombreuses clés d'entrée autour de ces questions-là. Aujourd'hui, on va en explorer certaines. Par exemple, la manière dont les métropoles gèrent leur dynamique de croissance et d'aménagement, de développement d'infrastructures, et comment est-ce qu'elles gèrent du coup les périphéries qu'il y a autour, comment est-ce qu'elles utilisent ces périphéries, comment est-ce qu'elles les traitent. Et cette question, on aura, j'espère, l'occasion d'y revenir, peut être abordée sous différents angles, notamment, par exemple, la question de l'angle alimentaire, la manière dont les métropoles aujourd'hui gèrent leurs périphéries comme des espaces de préservation de l'environnement pour une nouvelle forme d'agriculture qui permettrait d'alimenter. On le voit, il y a toute une série de questions, et d'ailleurs qui sont beaucoup soulevées par les équipes de recherche montpelliéraines, autres que la nôtre, puisque Montpellier fait partie des centres pilotes, je dirais, en France sur ces questions-là depuis une dizaine d'années. Donc un petit détour par la question de la néolibéralisation de la nature. Alors, cette idée de néolibéralisation de la nature fait l'objet de nombreux débats. Toutes les disciplines et à l'intérieur des disciplines, tous les chercheurs ne sont pas d'accord entre eux pour identifier ou non un mouvement de néolibéralisation de la nature. Mais il n'en reste pas moins qu'il existe une très abondante littérature. Alors ici, on n'en a cité que les principales, qui sont d'ailleurs plutôt ici du champ de la géographie, à tes souhaits, avec Baker et Castries, où on est véritablement dans une problématique d'interrogation d'un ensemble de mécanismes et de marqueurs qui permettraient d'identifier des processus de néolibéralisation, en insistant bien sur le fait que ces processus sont forcément
ancré, encastré dans une histoire sociale et politique à chaque fois propre à chaque pays, propre à chaque système institutionnel, qui permet d'expliquer, comme le dit d'ailleurs Baker, qui reproche un petit peu à des auteurs comme Castries d'être trop caricaturaux dans leur définition du libéralisme. Baker insiste bien sur les dimensions à chaque fois nationales et spécifiques des processus de néolibéralisation qui du coup font débat. Est-ce que tel processus dans tel pays peut être identifié comme néolibéral ou pas? Et ça, c'est un des objets sur lesquels nous avons travaillé avec Audrey Reyvaud, notamment en interrogeant les acteurs et la manière dont eux peuvent vivre les évolutions du cadre institutionnel et légal, et comment est-ce qu'ils s'en saisissent, comment est-ce qu'ils l'identifient, est-ce qu'ils l'associent au néolibéralisme ou pas, et on aura, je l'espère, l'occasion d'y revenir. Alors parmi les marqueurs forts qu'on peut trouver dans la littérature, et puis qu'on trouve aussi de fait sur le terrain, il y a un rejet de l'État en tant que producteur de biens et services d'intérêt général, comme financeur des biens et services d'intérêt général. Et les débats qu'il y a aujourd'hui ces jours-ci sur la SNCF montrent bien ce processus que certains appellent un processus de désengagement de l'État, un désengagement qui est discuté, puisqu'en même temps que l'État se désengage en tant que financeur et producteur, il se réengage en même temps dans la logique d'une réglementation et de la mise en place de ce que Foucault, puis par la suite des auteurs comme Laval, par exemple, appelle la gouvernementalité néolibérale. C'est-à-dire qu'on est véritablement dans un mouvement ambigu de la part de l'État, ce qui peut du coup générer des discussions. Mais en même temps, même si l'État revient pour réglementer, pour encadrer, il accompagne paradoxalement un rejet massif de la contrainte réglementaire et administrative. Et en matière d'environnement, ça produit des résultats qui nous intéressent, à savoir comment l'État progressivement se désengage de la gestion de l'environnement, d'une certaine manière, comment il se désengage notamment du financement, de la prise en charge directe de ce financement, et en même temps comment l'État accompagne une reconversion des logiques de gestion de l'environnement ne devant plus être considéré comme une contrainte, mais devant être considéré comme un nouvel atout, une nouvelle source de croissance et surtout une nouvelle source d'opportunités économiques. Ce qui oblige d'ailleurs les acteurs à changer leur regard sur l'environnement et la manière de le gérer. Les services écosystémiques illustrent très bien cette nouvelle démarche, cette reconversion du discours, cette transformation du discours, où on voit qu'il ne s'agit pas seulement de préserver la biodiversité, mais de la transformer en un capital susceptible de produire des services qui eux-mêmes sont susceptibles d'être valorisés et de générer un ensemble de revenus dont les acteurs pourraient se saisir dans des arrangements institutionnels à chaque fois divers, comme ça, c'est ça qui fait l'objet de très nombreuses analyses. Et on a de nombreux collègues d'ailleurs dans Ardève qui ont travaillé sur ces questions, notamment en Amérique latine, de voir quelles sont les configurations institutionnelles permettant de valoriser, de générer des revenus avec ces services écosystémiques. Et ce sera l'objet d'une discussion, la question est de savoir comment ces concepts et comment ces mécanismes que l'on observe au Sud et qui font finalement relativement peu débat dans les pays du Sud, la question est de savoir si on observe ce même type de mécanisme dans un pays comme la France. C'est marqué aux États-Unis, c'est repéré dans de nombreux pays anglo-saxons, c'est repéré en Allemagne par la littérature, mais, et ça, nous, on a pu l'observer dans les colloques, il nous est régulièrement retourné que non, il y a une forme de fantasme de certains chercheurs face à la néolibéralisation de la nature en France. Or, ce qu'on peut constater lors des enquêtes de terrain auprès d'acteurs comme les conservatoires d'espaces naturels, mais aussi en analysant la loi biodiversité 2016, on voit comment certains marqueurs émergent et comment on voit progressivement une transformation du discours, et notamment à travers un acteur qui va devenir un acteur très certainement central pour ce développement de nouvelles logiques. On le voit ailleurs que dans l'environnement, c'est la Caisse des dépôts et consignations, et je renvoie du coup à une interrogation et à une compréhension de ce que raconte la Caisse des dépôts et consignations dans l'évolution justement de cette logique de l'action de l'État et de financement de ces activités de conservation des espaces naturels. Alors, ça donne lieu du coup à une reconfiguration de la gouvernance, une transformation des modalités de l'action publique à des fins d'efficience pour faire face à la raréfaction des ressources naturelles. On met une contrainte naturelle et on oblige les acteurs à reconfigurer leur rapport à l'environnement, à la gestion de l'environnement et leur rapport du coup avec les autres acteurs du territoire. Et ça donne donc du coup ici on a quelque chose d'important qui se joue, c'est comment ces changements de stratégie dans la gestion des questions environnementales et de la biodiversité entraînent les acteurs dans une modification de leur logique de gouvernance, celle qu'ils pouvaient avoir, et comment ça les oblige notamment à travailler avec de nouveaux acteurs et quels conflits peuvent émerger de ces nouvelles logiques de gouvernance. Du coup,
on a de nouvelles des politiques publiques qui obligent les acteurs à trouver des solutions entre État et marché. Ça, c'est un des grands marqueurs forts du néolibéralisme. Et la promotion de partenariats publics-privés à travers une logique d'agencification, c'est ça le terme? Non, c'est agence. Oui, enfin, le développement des agences, quoi, cette gouvernance par agence, et notamment, pour le coup, en matière d'environnement, le développement d'une agence nationale de la biodiversité, d'agence régionale de la biodiversité. On voit que le principe d'agence est considéré comme étant le principe permettant de répondre à toutes les problématiques de la gouvernance, des recherches de financement et finalement d'une recherche de l'intérêt général sans plus passer par l'État, mais dans une logique de reconfiguration des relations entre les acteurs et surtout une insistance sur le niveau local pour gérer l'environnement. Insistance sur le niveau local qui peut tout à fait se justifier, on va le voir, et c'est toute la question de l'ambiguïté entre la manière dont les acteurs peuvent profiter en même temps de ce désengagement de l'État, de ces nouveaux espaces qui s'ouvrent au niveau local pour reconfigurer leur rapport entre eux, leur rapport au territoire et à l'environnement, pour s'en saisir et pour, du coup, faire de l'environnement un nouvel enjeu, un nouveau levier de développement local. Et effectivement, c'est ça qui va être mis en avant, et ça, c'est mis en avant par la recherche, par les institutions, que ce soit au nord ou au sud. C'est une thématique qu'on trouve notamment développée par des grandes institutions internationales comme la Banque mondiale dans les pays en développement, voir comment faire de la gestion de biodiversité un nouveau levier de développement. Et donc en insistant toujours sur cette dimension locale qui permet de mettre l'État de côté et en insistant sur la responsabilisation des acteurs. Ce qui fait que du coup, on peut soulever plusieurs enjeux pour les territoires périphériques. Et comme l'annonce du séminaire le précisait, ce qui nous intéresse aujourd'hui, bien plus que la préservation de l'environnement dans les espaces dits extraordinaires, c'est-à-dire qui vont être identifiés par un cadre législatif, institutionnel, réglementaire, qui va permettre de déterminer des zones, des grands parcs naturels qui vont être préservés, des zones Natura 2000, etc. La question est plutôt de s'interroger sur ce qu'on peut appeler la nature ordinaire, les espaces de nature ordinaire, qui sont finalement l'essentiel des espaces naturels au niveau français, et de voir comment ces espaces, qui concernent la plupart du temps des périphéries, peuvent être gérés par les acteurs, et avec plusieurs types d'enjeux. D'abord, une préservation de la nature ordinaire dans les projets d'aménagement ordinaire pour le territoire. C'est-à-dire comment va être géré au niveau local la nécessité de transformer le territoire, d'avoir des politiques d'aménagement, de développement de zones commerciales, de zones artisanales, etc. Et en même temps, comment ces territoires vont s'adapter, en particulier à de nouveaux dispositifs réglementaires comme la séquence éviter, réduire, compenser. Avec ici plusieurs questions, c'est comment réussir à arbitrer entre environnement et lutte contre le déclin. C'est-à-dire à quel moment la situation d'un territoire en déclin ne va-t-elle pas conduire à marginaliser la question environnementale au nom de la croissance économique, c'est-à-dire dans une logique où on resterait dans des modèles de croissance où la croissance passe avant tout par des logiques d'aménagement, de développement d'activités artisanales, industrielles, etc., au détriment de l'environnement. Mais en même temps, comment transformer l'environnement et la gestion de l'environnement en projet de territoire. Ça, c'est une question qui est importante pour des acteurs comme les conservatoires d'espaces naturels, par exemple. Et en même temps, comment éviter les risques de mise sous cloche. C'est-à-dire que là, ici, on va pouvoir traverser des enjeux, voilà les trois grands types d'enjeux que nous identifions, et qui se déclinent, bien entendu, différemment suivant les territoires. Mais en même temps, des enjeux qui sont liés à ce qu'on pourrait appeler des projets extraordinaires, juste par opposition aux projets ordinaires, c'est-à-dire l'ensemble des projets d'aménagement du territoire qui se font au nom de la croissance nationale ou au nom de la croissance et du développement des métropoles. Et du coup, comment sont gérées ces périphéries lorsqu'il y a des grands projets de développement d'infrastructures de transport, des enjeux énergétiques ou la question de la gestion des déchets, quels que soient ces déchets. Et donc, ici, on voit émerger des enjeux qui vont être abordés par nos deux intervenantes du jour. La question de la séquence éviter, réduire, compenser, la manière dont elle peut être mise en œuvre, dont les acteurs peuvent s'en saisir, et éventuellement, on pourra rebondir avec la manière dont les conservatoires d'espaces naturels s'en sont saisis. Et par exemple, le fait que, pour de nombreux acteurs historiques, je dirais, de la gestion de l'environnement en France, on voit comment la séquence éviter, réduire, compenser peut être rejetée dans son principe parce qu'elle est mal appliquée, parce que penser la séquence éviter, réduire, compenser soulève les risques qu'on va la plupart du temps sauter la phase éviter, la plupart du temps pas forcément bien gérer la phase réduire et pas forcément bien gérer la phase compenser. Et on voit comment des acteurs qui
à la base sont plutôt, on va dire, réticents dans la logique globale, qui sont d'accord sur le principe, qui sont réticents sur la manière dont c'est mis en œuvre, faute de moyens, etc., à un moment risquent de se saisir de cette logique, éviter, réduire, compenser, pour générer de nouvelles sources de revenus qui ne seraient plus celles qu'ils auraient de l'État auparavant. Et on voit du coup comment la transformation des sources de financement peut amener les acteurs à adopter de nouveaux types de comportements, une nouvelle rationalité, en l'occurrence une rationalité financière, qui les conduit à adopter des comportements qui sont éventuellement contraires à leurs engagements premiers. Et ça fait partie des choses qu'on a soulevées dans une enquête auprès des conservateurs d'espaces naturels, voir comment, justement, ils essayent de repenser leur projet global, repenser leur logique d'action pour éviter d'être aspirés par ces nouvelles logiques, par ces nouvelles formes de rationalité, afin de préserver ce qui fait leur spécificité et éventuellement de transformer le dispositif institutionnel pour qu'il remplisse des fonctions qui ne sont a priori pas forcément celles pour lesquelles il est conçu. Et voilà, et c'était justement aussi ce qu'on voulait dire avec la séquence ERC. Je n'avais pas appuyé sur la diapo, mais c'était la question. Donc, je vous propose que nous commencions par une intervention de Laura Séguin sur la manière dont les acteurs à l'échelle territoriale peuvent se mobiliser et résister à des projets d'aménagement extraordinaires, c'est-à-dire comment des espaces périphériques se retrouvent menacés par d'autres projets de développement. Alors c'est une question qui peut être abordée, on le voit à propos de l'enfouissement de déchets ou à propos de, c'est là-dessus que ça portera aujourd'hui, mais qu'on voit aussi dans les logiques d'aménagement, construction d'aéroports, etc. Et ensuite, avec Charlotte Bigard, on reviendra sur la séquence ERC, la manière dont elle est appliquée, plus ou moins, et du coup l'ambiguïté d'un dispositif institutionnel et de la manière dont il peut être utilisé par les acteurs ou pas, et la manière dont il peut remplir ou pas les fonctions pour lesquelles il est conçu. Voilà, merci de votre attention.